Gueux, pèlerins, vagabonds, c'est vous qui fondez les civilisations. Vos errances transportent les feux de vos 20 ans, qui allumeront les feux des jeunes gens de demain. C'est ainsi qu'un gueux des rues, ce soir-là, cherchait son ami dans la ville de Louvain, l'un et l'autre ignorant qu'ils étaient déjà les personnages d'un roman à venir. Nous sommes en octobre 1972. Au bar de l'Œil Nu, quelqu'un renseigne le gueux des rues. Il y aurait un bal dans quelque amphithéâtre universitaire proche. Le gueux des rues n'exerce en aucune manière le métier d'étudiant. Il a été gommé de la photo de famille. Son exploration de l'existence ne saurait lui faire suivre aucun parcours fléché dans le vaste palais des glaces contemporain. Égaré au carrefour des villes, il cherche partout d'instinct la trace de son fleuve natal. Où et comment retrouver le cycle vital? Sur le plan symbolique, au moins, il doit bien y avoir une autre réalité, une autre vérité, une autre liberté derrière les simulacres du labyrinthe au miroir. Sans autre ressource matérielle que la manche et le vol, il squatte aisément les cotes étudiants. Ces derniers forment le gros de l'auditoire où ce soir-là débouche le gueux des rues, toujours à la recherche de son alter ego. Une affiche à l'entrée de l'amphithéâtre vient de lui annoncer le programme officiel pour l'ouverture de ce bal insolite. C'eût pu être Michel Foucault ou Althusser, mais il se fait qu'entre tous les maîtres de la parole qui alimentaient la chronique en ce temps-là, ce maître de la parole-ci s'imposait comme le maître des maîtres, en ce que sa maîtrise de la parole était justement celle d'une parole ayant pour vocation sa propre maîtrise. Dit avec la parole du maître, celui-ci, je le cite, se distingue en ce qu'il fait d'une fonction commune à tous les hommes un usage qui n'est pas à la portée de tout le monde quand il porte la parole. Autrement dit, un usage fait pour hypnotiser, voire halluciner des étudiants de l'ère nouvelle, voués au destin de maîtriser plus ou moins la parole au cours d'une carrière prévisible de cadre dans la technostructure néocapitaliste, celle qui, dans un cycle romanesque ultérieur, sera baptisée tour panoptique. Face à ce groupe, ce clan, cette tribu compacte réunie autour du maître de la parole, un gueux des rues. Hors le commun miroir, hors toute photographie de famille. Comme eux, il a 20 ans, mais il n'appartient, et de sa vie entière n'appartiendra jamais à aucune structure, car il entrevoit très bien les contours possibles d'une autre société, par-delà division du travail et dictature du capital. Son slogan personnel est « Montrons ce que nous valons, abolissons la valeur ». Quelques mois plus tôt, sous l'inspiration des anciennes avant-gardes, il a fait irruption en pleine représentation sur la scène d'un théâtre bruxellois. Une gazette a titré le lendemain « Un jeune illuminé pénètre sur la scène et tient un discours incompréhensible. S'il sait que Jacques Lacan est un grand prêtre de sa majesté structure, il n'apprendra que bien plus tard combien celui-ci méprisait le commerce culturel et appelait l'université le lieu de l'ignorance enseignante, dont il n'espérait que le malentendu. Son pouvoir de fascination n'est donc pas sans rapport avec une position excentrique dans la sphère intellectuelle. C'est ce qui va permettre au gueux des rues de plonger dans le miroir. Or, Jacques Lacan, dans sa théorie, le stade du miroir comme formateur de la fonction du jeu, signale, pour le petit homme reconnaissant son image dans le miroir, un état d'aperception situationnelle, qu'il envisage comme temps essentiel de l'acte d'intelligence. Un fameux paradoxe ici s'énonce, dont on ne peut faire l'économie, pour bien saisir la démarche expérimentale du gueux des rues au moment où il plonge dans le miroir.
car le stade du miroir, aux premières années de sa vie, le gueux des rues ne l'a pas franchi dans le miroir des Blancs, mais dans le masque nègre, au Congo belge de jadis. Il cherche toujours des yeux dans l'assemblée son ami, dont la présence lui est nécessaire pour s'orienter dans l'existence. À cet instant sans doute, et à son insu, s'inventent Anatole Atlas et Juan Luis de Loyola, personnages d'une future création romanesque. Jacques Lacan évoque la relation ludique du petit homme avec le monde virtuel que lui renvoient les images du miroir. Il parle d'un dynamisme libidinal devant l'image spéculaire, pour l'être encore privé de parole, comme de la matrice symbolique où le je se précipite en une forme primordiale avant que le langage ne lui confère son statut de sujet. Tel se présente à lui le gueux des rues, en état de stupeur, d'apperception situationnelle. Le mot est joli si l'on sait que le gueux des rues navigue en ce temps-là sous pavillon situationniste. Un être qu'aucun miroir n'a éduqué, retenons qu'il porte en lui plutôt le masque nègre, un être avant sa propre création comme sujet doué de parole. Jacques Lacan va bientôt le pressentir, il n'y a pas de véritable ego, au sens occidental et cartésien du mot, chez le gueux des rues qui s'approche de lui. Je dirais que celui-ci est à la fois en deçà et au-delà du sujet rationnel formant le substrat du monde civilisé, qui n'a une chance de se projeter au-delà que dans la mesure où il est demeuré en deçà. C'est un être antérieur à toute identité figée en ego, donc aussi postérieur. La preuve, 35 ans plus tard, ayant plongé dans un miroir transformé par lui-même en fleuve de sa vie, voici que sa voix, comme son image, vous parviennent depuis la source inconnue d'avant le stade du miroir. Toujours, il traque les obscures prémices de son existence pour les relier à cet au-delà du fleuve qu'est l'exploration d'océans oubliés.